Chanter. Moi, c'est Greg Weiss. Je suis arrivé en Israël il y a plus de 25 ans. J'ai fait mes études de droit ici en Israël, à l'université de Bar-Ilan. On a un cabinet d'avocats avec mon associé Olivier Amselem depuis bientôt 18 ans, 19 ans, qui traite principalement de tous les aspects immobiliers, fiscaux, successoraux que peuvent rencontrer des clients en Israël, que ce soit des clients étrangers ou des résidents israéliens. C'est un domaine très très large et qui change beaucoup, qui intéresse de surcroît beaucoup les gens, tant en Israël que les Juifs de l'étranger, pour plusieurs raisons. Et donc, quand Rachel m'a demandé de faire un tour d'horizon, je me suis dit, ben, de quoi on va parler? Donc, je suis pas agent immobilier, donc je vais pas vous dire tel ou tel projet est bon ou moins bon, ou telle ou telle ville va se développer ou risque d'avoir une plus-value intéressante parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour faire ça euh, qui, euh, et qui sont sur la route et sur le terrain matin, midi et soir. Là où oui, je peux, je pense, un petit peu aider, essayer de vous donner un petit peu des points importants concernant l'immobilier en Israël, c'est au niveau juridique et fiscal. Ce que vous connaissez, ceux qui ne sont pas habitués à faire des opérations en Israël, le système israélien est quand même relativement différent de ce que vous connaissez en Belgique ou en France ou ailleurs. Et donc, ça peut parfois surprendre, ça peut parfois un petit peu être déconcertant. Des fois, il y a aussi beaucoup de points qui vont paraître logiques et qui vont se rapporter à ce que vous connaissez dans votre pays d'origine. Donc, on va essayer un petit peu de pas tout expliquer de A à Z, mais on va essayer de donner deux, trois aspects qui sont, à mon avis, importants. Et voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Et si vous avez des questions ensuite, avec grand plaisir. Euh, alors, j'ai décidé de commencer par la fiscalité locative parce que depuis qu'on a le cabinet, beaucoup de fois, on a une impression que on a un retour des gens. Ah, je ne savais pas que je devais payer un impôt sur mes revenus locatifs. Je suis étranger, ou alors je déclare ça en France ou en Belgique ou ailleurs. Alors, je vais vous donner deux, trois points importants quand même par rapport à ça. La première chose, c'est que chacun qui a un bien en Israël et qui le loue, que ce soit une location annuelle, que ce soit une location de courte durée, que ce soit une location saisonnière a un devoir de paiement d'impôt en Israël. Ça, c'est la première chose. C'est la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bien immobilier se trouve en Israël, vous devez, et que vous le louez, vous devez payer un impôt. Ensuite, l'État d'Israël vous donne plusieurs options de payer cet impôt. Si la location est une location longue durée, alors il y a certaines formules qui sont adaptées. Si la location est saisonnière, vous passez alors ce qui s'appelle en commercial. Et donc, vous êtes automatiquement imposé au réel, comme vous connaissez sûrement dans votre pays d'origine. La fiscalité locative en Israël est relativement intéressante par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui en Europe. Pour une location annuelle, on peut parler d'un prix flat, donc un prix fixe de 10% des revenus, sans pouvoir déduire tout autant les frais que vous avez, mais c'est 10% du revenu. Donc ça peut être relativement intéressant parce que c'est pas des grosses, c'est pas un gros barème et ça vous évite un casse-tête. Jusqu'il y a pas très longtemps. En fait, dans le cadre on va dire, l'accentuation de la transparence voulue par le service des impôts. À l'époque, les 10%, on pouvait les payer relativement facilement. En ligne, ça prenait quelques secondes. On déclarait juste un montant, on insérait une adresse et merci, au revoir. Là, le service des impôts, à partir de cette année, a décidé de resserrer un petit peu les boulons. Bon, il faut pas se leurrer, c'est aussi parce que l'État a besoin d'argent et que fatalement, comme dans chaque domaine, il y a toujours des gens qui ne déclarent pas ou pas assez ou pas comme il faut leurs revenus locatifs. Et donc, l'État a décidé de resserrer les boulons. Donc, dorénavant, quand vous faites une déclaration à 10%, vous devez non seulement joindre la copie de votre contrat, vous devez joindre également d'autres éléments concernant le loyer, vous devez rentrer sur un site gouvernemental qui vous identifie. Bref, ça rend la procédure un tout petit peu plus lourde, un tout petit peu plus longue, surtout beaucoup plus transparente par rapport aux impôts. Euh,
Ça peut faire des problèmes à ceux qui ont des appartements qui sont divisés en deux, par exemple. Dans Tel Aviv, c'est relativement connu. Ça peut faire des problèmes à des gens qui louent en saisonnier et qui font passer ça en 10%. Donc voilà, il va y avoir il va y avoir un retour des impôts ou alors des gens qui vont devoir régulariser leur situation. Et voilà, mais ça, c'était donc la première option. L'autre option, quand vous faites de l'annuel, c'est aussi d'aller au réel. Et il s'avère que aujourd'hui, quand vous avez enfin, quand vous avez dépassé la soixantaine et que vous louez votre bien en annuel, il est beaucoup plus intéressant de passer à la formule au réel que de la formule au 10%, parce qu'au final, ce sont tous les calculs qu'on fait aujourd'hui avec un comptable avec qui on travaille, euh, l'impôt sera moins de 10%. Donc, c'est déjà tout à fait intéressant. Et puis, la deuxième chose que les gens ne pensent pas toujours, c'est quand vous louez votre bien en Israël et que vous devez payer une plus-value le jour où vous revendez votre bien, si vous n'avez pas déclaré les revenus sur la formule au réel, et donc si vous n'avez pas réclamé l'amortissement, euh, les impôts israéliens, de manière assez absurde et assez irréaliste, vont, vont vous les faire valoir comme si vous les aviez réclamés et comme si vous en aviez joui, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous avez un avantage fiscal qui s'appelle l'amortissement, et si vous ne le réclamez pas en temps voulu, en temps réel, ben, à ce moment-là, les impôts, ils vous disent, ben, c'est comme si vous l'aviez réclamé. Et donc, ça vous fait en fait une plus-value qui est plus importante. Donc voilà, donc ce qui est important aujourd'hui en conclusion, c'est de savoir que la location annuelle d'un bien immobilier, vous devez déclarer vos loyers. Deux, à partir du moment où vous avez 60 ans et plus, il est très intéressant de passer au réel. Trois, la formule 10%, la formule qui est la plus connue de toutes, mais elle devient un tout petit peu plus compliquée aujourd'hui techniquement. Et quatrième point, et peut-être que je dois revenir avant, Israël, à ce jour, donne encore cependant une dispense d'impôt totale si vos revenus locatifs au total, donc en tout et pour tout, ne dépasse pas un montant qui est indexé, qui change chaque année, qui est aux alentours des 5400, 5500 shekels par an. Attention, c'est pas par appartement, c'est pour la totalité de vos biens immobiliers. C'est-à-dire que des fois, on a ces questions qui reviennent aussi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un appartement que je loue à 3000 et un autre que je loue à 3000? Est-ce que je suis dispensé? Non, parce que le total des loyers fait 6000 et donc c'est au-dessus du barème imposé. Donc, il faut faire un petit peu, il faut faire attention à ces petits points-là. Euh, mais voilà, il y a de plus en plus de transparence et ça devient, on va dire, ça devient pas dangereux, mais ceux qui n'auraient pas déclaré leur loyer pourraient se voir contactés par le service des impôts et demander des pénalités, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est pour ça que le service des impôts, en général, est arrivé ces derniers temps avec un nouveau projet d'amnistie fiscale pour ceux qui n'ont pas régulariser leurs impôts, que ce soit leurs impôts immobiliers, que ce soit leurs impôts fonciers, que ce soit leurs impôts sur les revenus locatifs ou d'autres qui n'ont rien à voir avec le sujet aujourd'hui. Et donc, ça vaut la peine de considérer cette amnistie fiscale et donc c'est d'aller se rendre aux impôts tout simplement, d'éviter des pénalités, d'éviter des amendes, d'éviter l'aspect pénal et de juste régulariser les sommes au civil dues à considérer. Encore une fois, ça vient dans une atmosphère où effectivement le pays a besoin d'argent et donc ils se disent que leur stratégie est d'aller proposer une amnistie fiscale contre des gens qui viendraient de leur plein gré à ce moment-là régulariser leur situation à ce niveau-là. Autre dernière petite chose qui peut être intéressante parce qu'il y a beaucoup d'étrangers généralement qui sont attirés par le TAMA. Donc, juste pour rappel, le TAMA, c'est en fait un projet urbanistique qui propose euh, à des promoteurs de pouvoir euh, soit surélever un ou deux étages, soit détruire sur un bâtiment existant, soit détruire un bâtiment existant. Euh, sans faire payer en fait les propriétaires, la mairie et les impôts donnent en fait cet avantage fiscal aux promoteurs. Et donc, c'est une sorte de win-win situation où les propriétaires gagnent un nouveau bâtiment, de nouveaux appartements, et le promoteur peut soit avoir un nouveau bâtiment aussi avec des nouveaux appartements, soit construire et surélever son étage. Quand un appartement est en TAMA 38 et que les
propriétaires ou les locataires doivent quitter les lieux parce que il y a de gros travaux de rénovation qui se font ou alors que le bâtiment est détruit. Il y a une nouvelle circulaire qui est passée au service des impôts qui dispense totalement d'impôts les loyers qui seront perçus par les propriétaires de ces appartements qui ont dû quitter le bien. Peu importe si le bien était loué avant avant la destruction du bâtiment ou pas. Donc c'est aussi, c'est pas mal, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc tous ceux qui ont un bien dans un projet TAMA et qui vont devoir sortir du bien ou qui s'en sont déjà sortis, sachez que ce n'est pas considéré comme un revenu locatif et donc il n'y a pas d'impôt à payer dessus et donc c'est relativement intéressant. Voilà, ça c'était pour tout ce qui est la fiscalité locative. C'est important à savoir. Faites attention, les impôts ouvrent grand les yeux aujourd'hui. Et donc ceux qui ont des fois, qui ne savaient pas ou qui ont mal fait leurs calculs ou des choses comme ça, mon conseil vivement, c'est d'aller voir un comptable, de faire des simulations, de voir si ça vaut la peine de passer au réel, de rester au 10%, de voir ci, de voir ça. Et puis, si besoin, d'aller régulariser votre situation aujourd'hui. Euh, Un autre sujet qui fait débat aujourd'hui dans le paysage immobilier israélien, c'est un petit peu tous les avantages fournis par les promoteurs immobiliers. Alors, je fais une petite introduction. Les promoteurs immobiliers, depuis la guerre, ont pas mal de problèmes. Les problèmes sont les suivants, hein. Ils ont pas d'ouvriers. C'est-à-dire que la plupart des ouvriers, avant le 7 octobre, étaient des Palestiniens généralement. Les frontières étaient enfermées totalement. Pendant un certain temps, ils n'avaient pas d'ouvriers. L'État a essayé de faire venir des ouvriers d'Asie, principalement d'Inde, du Népal, de Chine un petit peu. Mais ça prend du temps. C'est pas aussi rapide. Pas tout le monde ne veut venir non plus. Et donc, on se retrouve dans une situation où les promoteurs immobiliers n'ont pas d'ouvriers pour faire avancer leur projet. Ça fait effet boule de neige parce que selon la loi, ils doivent payer des retards aux acquéreurs qui ont déjà acheté le bien. Ces montants-là peuvent arriver à des centaines de milliers de shekels. Et donc, ça leur met dans une situation un petit peu problématique, surtout qu'aujourd'hui en Israël, tous les biens, tous les projets, on va dire, initiés par des promoteurs sont généralement financés et garantis par des banques sur base de plans d'investissement, de business plan qui étaient faits avant le 7 octobre. Et donc, ils se retrouvent dans des situations un petit peu de stress. Et donc, d'un côté, ils veulent pas descendre leur prix parce qu'officiellement, ils sont engagés avec la banque, mais d'un autre, ils doivent vendre des appartements. Depuis 2 ans, les ventes d'appartements en première main, on appelle ça donc en VFA, a chuté drastiquement. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus en Israël pour les nouvelles constructions. Et donc, les promoteurs, pour trouver une solution à ça, ont été originaux, on va dire, à l'israélienne. Et donc, ont proposé quand même pas mal d'avantages. C'est-à-dire que les prix restent les prix, mais vous pouvez acheter un bien en déposant 10% ou 20% à la signature et 80% à la remise des clés sans indexation. C'est-à-dire qu'en Israël, pour rappel, le prix n'est pas fixé, le prix est indexé au coût de la vie, au coût de la construction, pardon. Et donc, le prix généralement peut varier jusqu'à je sais pas moi, 200 000 300 000 shekels sur une construction qui fait 2 3 ans. Donc là, on arrête l'indexation. D'autres proposent de meubler totalement les appartements qui sont mis en vente pour des montants qui peuvent arrêter aussi des 200 300 000 shekels. On a également des avantages qui sont au niveau du financement, c'est-à-dire que le promoteur paye une partie des intérêts de crédit qu'un acquéreur aurait pris. Donc, à titre d'exemple, et là, on a un dossier où un des acquéreurs a reçu un avantage de financement où il pouvait financer jusqu'à 1 800 000 shekels à 3,25% au taux fixe. Ça n'existe pas en Israël un taux fixe 3,25%, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le promoteur, il a payé à la banque ou il va financer à la banque la différence entre le taux fixe qui est en vigueur dans cette même banque et les 3,25 qu'il a proposé à l'acheteur. Donc, c'est un peu ce qui s'appelle en Israël du Isra Bluff, c'est-à-dire que d'un côté, les prix ne baissent pas,
mais les promoteurs gagnent beaucoup moins d'argent parce qu'ils doivent financer donc ces avantages fiscaux. L'État a quand même eu un petit peu peur de cette situation parce que ça déstabilise un petit peu le marché. Donc, ils sont en train de limiter ces avantages. Les 20-80, par exemple, deviennent de plus en plus limités et contrôlés par la Banque d'Israël. Euh, et donc, les yeux sont grands ouverts. Donc, attention, si vous comptez acheter un bien immobilier dans une nouvelle construction, ne soyez pas totalement aveuglé par les avantages qu'on vous donne. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit, à quel moment de la construction on se trouve. Est-ce que la banque a effectivement un suivi, une garantie bancaire comme il faut? Est-ce que des retards sont prévus, etc., etc. Toutes ces questions-là sont vraiment importantes aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, la situation sur le marché est vraiment différente de ce qu'on a connu il y a 2 ans. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, bah, ça veut dire que les prix sont moins chers. Au final, ça veut dire que vous allez payer moins cher pour un bien immobilier. Donc, ceux qui ont un peu plus d'argent, on va dire, de disponible aujourd'hui ou d'autres qui voudraient faire un achat immobilier, ben, économiquement parlant, a priori, c'est plus intéressant aujourd'hui de le faire auprès de promoteurs car, on va dire, pas ils ont la corde au cou, mais ils sont plus pressés de vendre. D'accord? Alors, un autre point relativement important on va dire, du paysage immobilier, ben, c'est les taxes d'acquisition. Euh, les taxes d'acquisition. La taxe d'acquisition, c'est quoi? C'est quand un nouvel acquéreur va acheter un bien immobilier, il doit s'acquitter d'une taxe à l'État. Ces taxes d'acquisition sont modifiées tous les X temps, que ce soit les paliers, les barèmes, ou que ce soit les types de réductions que peut obtenir l'un ou l'autre, ou au contraire une augmentation de taxes que doit payer telle ou telle personne. Pour faire facile, parce qu'il y en a énormément, énormément de cas, on va dire que les plus connus sont les suivants. Euh, un primo-accédant résident en Israël va payer des taxes selon un barème relativement bas, qui va varier entre 0 et 5, enfin 3,5, 5, 8% en fonction du prix. Donc ça, c'est quelqu'un qui est primo-accédant, qui n'a pas d'appartement donc en Israël et qui habite et qui réside en Israël. Il doit pas habiter dans l'appartement qu'il achète. Ça peut être un appartement pour l'investissement, mais il faut que ce soit son premier appartement. Euh, Au contrario, une personne qui n'est pas résidente israélienne, même si elle est israélienne de nationalité, mais qu'elle n'est pas résidente fiscale en Israël, ou alors une personne qui a déjà un appartement en Israël, va devoir payer des taxes qui vont commencer directement à 8%. Donc le départ, au contraire de l'autre taxe, sera de 8%, puis 9, 10 en fonction du prix d'acquisition. Et puis, à tout ça se greffent en fait tous les avantages, toutes les réductions qu'il peut y avoir. La plus connue et celle qui nous intéresse le plus généralement, c'est la réduction qui s'appelle la réduction de nouvel immigrant. Il y a eu on va dire une petite ou une mini révolution dans cette taxe-là en Israël. Alors la base est la suivante, c'est qu'un nouvel immigrant qui a fait son alia en Israël a 7 ans pour acheter un appartement et disposer de cette taxe. Ou alors, quelqu'un qui compte faire son aliyah en Israël a le droit, dans l'année qui suit l'acquisition, s'il fait son aliyah, d'avoir cette dispense fiscale. La loi a changé en été 2024 et elle dit aujourd'hui la chose suivante. Un nouvel immigrant qui n'a pas d'autres appartements en Israël, d'accord, pourra jouir d'une réduction de taxes sur son premier appartement en Israël. Le grand changement est quoi? C'est que, un, il n'est pas obligé d'y vivre. Il n'est même pas, selon la loi pour l'instant, obligé d'être résident en Israël, mais là, ça risque de changer encore un petit peu. Et donc, il peut le louer, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. C'est un grand changement et donc, et le barème est relativement bas, c'est-à-dire que on va peut-être même essayer, je vais essayer de vous faire une simulation là rapidement pour vous expliquer un petit peu, vous donner un exemple. Euh, Richa, par exemple, disons un nouvel immigrant qui va acheter un premier appartement en Israël à hauteur de, disons, 4 millions de shekels.
Je vais vous le dire tout de suite. Hop, va payer 10 000 shekels de taxes sur 4 millions de shekels. D'accord? Contre un primo-accédant qui va acheter le même appartement à 4 millions de shekels, euh, va payer, lui, 95 000 shekels. Donc, c'est vraiment des grosses, grosses différences. Un non-résident ou quelqu'un qui a un deuxième appartement, on parle de 8% de 4 millions, ça va faire 320 000 shekels. Donc c'est des montants extrêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui devient israélien a un intérêt fiscal à acheter un bien en Israël. Et le gros changement par rapport à la loi qu'il y avait avant l'été 2024, c'est que, un, il ne doit pas habiter dans cet appartement, c'est-à-dire que cet appartement peut être mis en location, chose qui n'existe pas avant. Et deux, ça c'est encore une question qui n'est pas claire, est-ce qu'il doit être résident ou pas en Israël? La question, elle n'est pas très claire, c'est pas marqué noir sur blanc dans la loi, ça risque de mener à des interprétations et à des conflits avec les impôts, mais vu qu'il ne doit pas habiter dans l'appartement en question, ça facilite un petit peu le statut de nouvel immigrant, donc on peut même considérer quelqu'un qui viendrait ici, qui aurait obtenu la nationalité israélienne et qui viendrait 3 4 mois par an acheter un bien immobilier en tant que nouvel immigrant. Donc c'est important. C'est important à comprendre parce que la taxe d'acquisition, au final, elle peut atteindre, comme je vous l'ai dit, des 8 à 10% du prix de l'appartement. Donc, ça peut avoir une réelle incidence sur la valeur de l'achat du bien immobilier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien étudier en amont, bien comprendre si vous êtes éligible, oui ou non, à tel ou tel statut et voir de quelle manière, on va dire, former, créer au mieux votre acquisition immobilière. Et donc, si on parle d'acquisition, on parle fatalement de plus-value. Là aussi, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre exactement la manière de calculer la plus-value en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je suis surpris tous les jours de la manière d'interpréter telle ou telle loi et des audiences qu'on a avec les fonctionnaires des impôts. C'est parfois, on se dit vraiment à quel point il faut avoir une connaissance mais précise de ce domaine-là. Et on apprend vraiment tous les jours. Bon, pour faire facile, on va prendre le premier cas le plus facile. C'est quelqu'un qui est résident en Israël et qui n'a pas d'autre appartement peut vendre son bien avec une dispense de plus-value jusqu'à un seuil qui est convenu, qui est adapté tous les ans. Là, il est aux alentours des 4,8 millions de shekels, sans plus-value. Si le prix de l'appartement est plus élevé, la plus-value sera calculée au prorata entre le prix de vente et la dispense qu'il a jusqu'à 4,8 millions de shekels. Ça, c'est le cas le plus facile. Un autre cas qui est relativement facile, c'est quelqu'un qui est résident étranger à un bien en Israël, mais qui prouve aux fonctionnaires des impôts qu'il n'a pas de bien immobilier dans son pays de résidence, lui aussi aura droit à cette même dispense sur la plus-value. À titre d'exemple, Monsieur Jean-Jean a un bien en Israël, il est résident en Belgique, mais il n'a pas de bien en Belgique. Donc, il est en mesure de prouver qu'il n'a pas de bien en Belgique via une attestation fiscale ou autre aux impôts israéliens. Et donc, s'il vend son bien, il aura le même régime d'impôt qu'un résident israélien qui vend son seul et unique bien. Donc ça, c'est important à comprendre. Il y a beaucoup de particularités aussi quand le bien en question est un bien que vous avez reçu en succession ou en donation. Il y a beaucoup de limitations. Le nombre de cas est vraiment, 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 vraiment grand et large. Donc, on ne va pas rentrer dans ça, ça va juste embrouiller tout le monde. Euh, à noter juste que euh, les successions ont certaines dispenses supplémentaires, les donations ont certaines limitions supplémentaires, il y a vraiment, c'est vraiment un point important quand on fait une vente ou avant de faire une vente immobilière, c'est de bien savoir à quelle sauce on va être mangé et quelle sera la taxe sur la plus-value qu'on va devoir payer. Et donc là, il y a tellement de choses auxquelles je peux vous parler. Il y a quelque chose auquel j'ai été, on va dire, exposé ces derniers temps qui est relativement intéressant.
C'est deux points importants. C'est si votre appartement était loué en location saisonnière Airbnb, cela peut avoir une très 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 grosse incidence sur la plus-value que vous allez payer. En fait, vous aurez droit à moins de dispenses, on va dire, fiscales si votre bien était loué en Airbnb, plus de 25% de la période totale durant laquelle vous l'avez détenu. Donc, ça peut paraître un peu idiot, mais on parle de jours, on parle vraiment de compter jour par jour, combien de temps le bien a été loué en Airbnb par rapport à la totalité de la période durant laquelle vous l'avez détenu. Et ça peut avoir de très, très grosses incidences fiscales sur votre plus-value. Donc, faites attention quand vous allez vendre un bien qui était en location saisonnière, de bien, bien euh, expliquer ce point-là à votre avocat pour qu'il soit au courant des incidences et qu'il puisse vous mettre au courant et quitte à se dire, ben, peut-être ça vaut la peine d'attendre encore 6 mois, un an avant de le vendre, le temps qu'on équilibre en fait ce ratio de bien détenu en location annuelle ou bien vide avec le bien qui était détenu en location saisonnière. Euh, Autre point que j'ai découvert un petit peu il y a longtemps, c'est quelque chose d'assez bizarre, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, vous avez droit, si vous payez de la plus-value, à réclamer l'année suivante au service des impôts sur le revenu une sorte de remboursement d'impôts pour la plus-value que vous avez payée. Alors, on dit, mais pourquoi est-ce que je vais payer une plus-value si après je peux être remboursé? Ben, un, parce que c'est deux services complètement différents. C'est-à-dire que vous avez le service des impôts fonciers qui vous réclament une plus-value et puis vous avez des impôts sur le revenu. Et les impôts sur le revenu, ils vous disent, OK, ben, si vous avez payé une plus-value mais que vous n'avez pas d'autres revenus en Israël et que vous avez un certain âge et que si vous aviez en fait fait une déclaration fiscale en Israël, ben, vous auriez pas dû payer autant d'impôts et donc vous avez droit à un remboursement. Donc là aussi, c'est intéressant. Je vais encore une fois pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, mais vous devez savoir le titre. C'est que si vous êtes soumis à la plus-value sur la vente d'un bien immobilier, il vaut grandement la peine, il est chaudement recommandé d'aller consulter un comptable juste après pour voir si vous avez droit à un remboursement de cette plus-value auprès des impôts sur le revenu. Chose qui sera faite l'année qui va suivre la vente. Et généralement, ça se passe et donc vous serez surpris de se dire que ah, ben, c'est génial, j'ai dû payer, mais en fait, je suis remboursé l'année d'après. Donc ça, c'est très important. Le domaine de la plus-value, comme je vous l'ai dit, il est vraiment, vraiment large, il est vraiment compliqué. Ça se fait pas à la va-vite, c'est pas juste une petite simulation, il y a beaucoup de points à prendre. Il faut parler à votre avocat le jour où vous vendez, vraiment lui donner un maximum d'informations et surtout aussi durant la vie de votre bien, garder un maximum de preuves de ce que vous allez avancer, que ce soit des factures pour des travaux que vous avez faits, que ce soit des contrats de gestion que vous avez eus avec tel ou à tel, que ce soit enfin bon, ben, tout et n'importe quoi, mais garder un maximum de documentation parce que plus que les années avancent, au plus ce sera difficile de prouver ce que vous avez dire. Et les impôts, bah, que vous connaissez comme partout, si vous ne savez pas leur prouver, ben, tant pis pour vous, entre guillemets. Donc voilà. Succession et immobilier. Alors là aussi, c'est un point qui est relativement important et qu'on traite beaucoup ici au cabinet. Ben, c'est au final des biens immobiliers reçus en succession euh, et par tel ou tel, ou alors c'est planifier en fait des successions pour la transmission de biens immobiliers en Israël. Alors là aussi, au final, les gens achètent de l'immobilier pour la plupart pour plusieurs raisons. Un, c'est construire un patrimoine familial, on va dire. Et deux, s'assurer, on va dire, un petit coin ici en Israël. Et donc, il faut aussi, quand on fait une transaction qui est probablement généralement les transactions les plus chères qu'on fait dans la vie d'un homme, ben, c'est de savoir quelles sont les incidences au niveau de la succession et quelles sont les incidences pour les héritiers, etc., etc. Alors, je vais pas vous faire un cours sur la succession en Israël parce que c'est pas le thème. Je vais juste vous dire en quelques mots un défunt qui est ici en Israël et qui a un bien immobilier.
si le défunt était résident en Israël, enfin du moins on va dire que pour Israël, il n'y a pas de taxe de succession et donc c'est le droit qui va être appliqué pour les héritiers, que ce soit en France ou en Belgique, qui sera intéressant. Donc bien noter ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se disent, ben, ça vaut peut-être la peine de mon vivant de transmettre un des biens à un enfant qui n'habite pas dans mon pays d'origine, que ce soit la Belgique ou la France, et qui est parti habiter en Amérique ou qui habite en Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, les droits de succession sont beaucoup plus intéressants, voire inexistants. Et donc, ça vaut la peine un petit peu de faire ces donations et ces transmissions de leur vivant. Et là aussi, ces stratégies-là sont vraiment importantes parce qu'au final, quelqu'un travaille toute sa vie et si au bout du compte, le jour où il vient décéder, bah, les impôts dans le pays d'origine des enfants pioncent ou poncent plutôt 50% ou 40% du valeur d'un bien, ça peut être des montants faramineux, surtout que l'immobilier en Israël est très cher. Et c'est pas tout, c'est pas toujours très intéressant. Donc, ça vaut la peine de parler aussi, de voir, de comprendre. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont résidents fiscaux d'autres pays? Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent peut-être racheter un bien avec des financements, des crédits? Il y a beaucoup de choses qu'on doit vérifier, qu'on doit comprendre parce qu'il y a vraiment un impact important sur ça. Au niveau de la fiscalité successorale, comme je vous l'ai dit, donc en Israël, il n'y a pas de droit de succession sur les biens immobiliers. Comment ça se passe généralement? Bah, si tout va bien, bah, entre les héritiers, il y a un acte de succession qui est émis par le greffier des successions. Les héritiers sont inscrits au cadastre et là, ils peuvent décider, soit on vend l'appartement ensemble et chacun récupère sa part, soit malheureusement, en cas de conflit, il y a un administrateur, on va dire un kones nechassim en hébreu, qui va administrer le bien et qui va le vendre aux enchères, au plus offrant, et puis répartir ensuite l'argent entre les héritiers. Euh, Ça peut prendre beaucoup de temps et c'est pas toujours le plus, on va dire, enfin, le plus financièrement intéressant pour les héritiers, mais malheureusement, il y a beaucoup d'émotions généralement qui se passent dans ce genre de cas. Mais il est important à savoir que de votre vivant, vous avez beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est vraiment très important une fois que vous avez acheté le bien, ou même avant d'acheter le bien, de comprendre au final qu'est-ce qu'il va se passer avec ce bien plus tard jusqu'à 120 ans. Je peux même vous dire que des fois, ça vaut même la peine de réfléchir un tout petit peu plus en amont, quitte à acheter le bien au nom d'un enfant, au lieu de l'acheter à son nom, puis de le transférer au nom de l'enfant, parce que ça peut avoir des conséquences fiscales où vous payez deux fois des taxes alors que vous auriez pu éviter ce cas-là. Donc voilà, c'est important de bien comprendre aussi quand vous achetez un bien, si vous comptez le garder dans le cas du patrimoine familial, de savoir ce que vous allez en faire après. Conclusion partielle, on va dire pour l'instant, avant peut-être des questions et oui, on va un petit peu en parler plus. Mais j'ai envie de dire qu'en 2025, c'est vraiment une année charnière pour plusieurs raisons. Les promoteurs immobiliers doivent vendre le bien. Donc, si vous avez aujourd'hui des intérêts économiques en Israël, ou si vous voulez investir en Israël, ou si vous voulez avoir un pied-à-terre en Israël, les promoteurs aujourd'hui vous offrent, j'ai envie de vous dire, les meilleures opérations possibles. Mon conseil à moi, allez chez les promoteurs cotés en bourse, ou les gros promoteurs, comme on va dire, et pas les petits pour une raison simple, c'est que je ne suis pas sûr que les petits ont les reins assez solides pour vous donner la contrepartie que vous allez payer, que ce soit être là s'il faut, s'il y a du retard, que ce soit être là s'il faut durant l'année de parfait achèvement, etc., etc. Donc les promoteurs, oui, les avantages financiers, oui, aller chez n'importe qui, non, et surtout bien vérifier les avantages qu'on vous donne. C'est vraiment important. Aujourd'hui, je crains qu'il y ait pas mal de petits promoteurs qui risquent de faire des signes on va dire, de détresse bientôt. Et ça c'est pas génial. Donc, si vous comptez rentrer sur le marché immobilier israélien, à mon humble avis, vous allez chez les gens qui ont vraiment les reins solides ou alors des promoteurs qui sont petits mais qui sont vers la fin de la construction de leur bâtiment ou qui sont déjà vers la livraison des biens. C'est vraiment, 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 vraiment important. Les réformes, comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de transparence au niveau fiscal en Israël à tous les niveaux. Donc, d'un côté, on va dire
bah, tant mieux, c'est bien que les choses soient faites comme il faut. De deux, ça veut dire un peu plus de procédures administratives. Et surtout qu'il va y avoir énormément de changements. Je pense qu'on va essayer d'un côté d'équilibrer entre le besoin d'avoir de l'argent dans la caisse de l'État en taxant plus et en faisant plus d'opérations pour aller récupérer l'impôt chez le particulier. Mais d'un autre côté aussi, ben, il faut savoir jouer le jeu et voir où est-ce que vous pouvez tirer au mieux les avantages que les impôts vous donnent, que ce soit en demandant un remboursement de la plus-value, que ce soit en ayant un avantage fiscal lors de l'acquisition, que ce soit en payant le moins de plus-value possible, etc., etc. C'est un réel jeu d'échecs. C'est un vrai jeu d'échecs qui coûte beaucoup d'argent et qui peut vous faire économiser aussi beaucoup d'argent. Donc, les choses doivent être faites vraiment au mieux, de la manière la plus posée possible. Et donc ça, c'est vraiment mon conseil avant de rentrer dans une affaire immobilière, de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Euh, bon, là, bien évidemment, bah, ne faites rien seul en Israël, que ce soit chez moi ou ailleurs. Il y a suffisamment d'avocats en Israël. Je pense qu'il y en a un pour chaque trois personnes dans le pays. Donc, allez-y chez qui vous voulez, mais faites chez quelqu'un qui s'occupe de ça. Pas tout le monde ne connaît les ficelles de l'immobilier, comme pas tout le monde ne connaît les ficelles du droit pénal ou autre. Donc, choisissez bien votre avocat. Ne faites rien seul, même si un promoteur vous dit que c'est quelque chose de standard, ne signez jamais un contrat chez un promoteur sans avocat. Ne signez jamais aucun document sans avocat. De la même manière que moi, je ne vais pas aller demain matin, je sais pas moi, en Hongrie et signer sur des papiers sur lesquels je sais ni lire, ni écrire, ni comprendre. C'est le même principe. Faites les choses de manière posée, calme, pour pas avoir un sentiment amer s'il y a un problème. Parce que malheureusement, des fois, j'ai suffisamment de clients qui me disent, ah oui, il m'a eu, je me suis fait avoir. Bon, ça n'a pas été clair. Les choses ne sont pas les mêmes que ce que vous connaissez. Vous pouvez être le meilleur homme d'affaires en France ou en Belgique ou ailleurs. Ce qui se passe en Israël, c'est particulier à Israël. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste que c'est particulier. Et donc, il faut savoir faire les choses comme il faut et être accompagné comme il faut.